Bonjour, bienvenue sur ce live des Vendredis de la Recherche. Donc un nouveau Vendredi de la Recherche. Aujourd'hui, je reçois Michaela Denis. Michaela qui est professeure de sémiotique à l'Université de Nîmes et directrice de l'équipe Project. Donc Michaela, je vais te laisser nous expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais à l'Université de Nîmes en détail. Ok, alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Michaela Deni, je suis italienne, je viens de l'Université de Bologne et je suis à Nîmes. Là, c'est ma 10e année. Oui, Ça 10 doit ans. se fêter. Donc, alors, je suis sémioticienne. En fait, je suis professeure de sémiotique. Je suis dans la filière du design. Donc, j'enseigne plutôt la sémiotique du design. Et je suis la directrice des projets, donc l'équipe, l'unité propre de recherche de design et innovation sociale de l'Université de Nîmes. Et aussi, je suis co-responsable du Master 10, donc design, innovation et société. Alors, qui je suis? En fait, je suis une sémioticienne qui a beaucoup travaillé presque toute ma vie professionnelle avec les designers. Alors qu'est-ce que c'est la Et sémiotique? Voilà, déjà. déjà, ça prend un cours de 24 heures normalement pour Ah mince, t'expliquer. on n'a pas 24 heures. Alors, la On va sémiotique, essayer un peu de se oui, rapprocher. exactement. Alors, la sémiotique, c'est la discipline qui s'occupe des sens et des significations. Mhm. Et en fait, là, je ne devrais pas le dire, mais nous sommes toujours indiqués comme une discipline qui n'arrive pas à bien s'expliquer, chose qui est gravissime pour une discipline Ouais. qui s'occupe des sens et des significations. Donc, et l'idée est que les sémioticiens se comprennent toujours qu'entre eux et entre Ah elles. oui. Donc, vous voyez, là, il y a un problème. Alors, en tout cas, la sémiotique s'occupe des significations, des sens. C'est une discipline qui naît notamment à partir de la linguistique et de la philosophie du langage. Côté américain, plutôt philosophie du langage. Donc, beaucoup plus sur l'interprétation, sur les déductions, les inductions et les abductions des lecteurs, etc. Côté France et Europe, beaucoup plus sur la linguistique, donc analyse des textes, textes littéraires en principe, bien sûr, l'analyse des discours, l'analyse des mots, etc. Évidemment, sémiotique vient du sémeillon, des signes, donc en principe, c'était plutôt l'analyse du signe linguistique, par exemple d'un mot, je vulgarise beaucoup. À partir des années 60, même un peu avant, en fait, les sémioticiens ont commencé à analyser beaucoup d'autres textes. On appelle textes tous ceux que nous analysons, plus ou moins. Et donc, par exemple, Roland Barthes, si vous voyez, ces mythologies, il a analysé la Citroën DS du général de Gaulle, les jouets pour enfants de la bourgeoisie des années 50. Donc, tout ça pour voir comment, pour Barthes, la société bourgeoise de la fin des années 50 était représentée, c'est représenté par rapport à ces objets culturels. Donc, tout ça pour vous dire que la sémantique, c'est beaucoup déplacer de l'analyse des textes, de la littérature et de l'analyse des échanges conversationnels jusqu'aux objets de design, aux interfaces. Et donc, je m'occupe plutôt de ça. Du lien entre design. sémiotique et Oui, design. du lien entre sémiotique et design. Et tu m'as demandé comment je suis arrivée à la Oui, sémiotique et comment design. tu es En arrivée fait, puisque tu dis que cette discipline, elle est très difficilement oui, compréhensible. oui. Comment Tout est on y arrive à cette compréhensible. On discipline? a beaucoup de domaines. Oui. Alors, je suis arrivée à cette discipline parce que j'étais à l'Université de Bologne en maîtrise, en thèse. Donc, je fais ma thèse avec Umberto Eco. Et à l'Université de Bologne, il y avait aussi Paolo Fabri, un sémioticien très connu aussi en France. Et là, j'ai eu les déclics. Je faisais faculté, c'était lettres, philosophie et spécialement une filière des communications des lettres, philosophie et art. D'accord. Et il y avait la sémiotique, donc j'ai eu mon déclic. J'ai vraiment vu que c'était la matière dont j'ai rêvé, ou dont j'avais un peu l'intuition depuis toute ma vie, c'est-à-dire l'effet de l'analyse des textes, des discours. Elle permet, cette discipline-là, elle permet d'avoir une
une étude interdisciplinaire en quelque sorte. Une étude interdisciplinaire parce qu'en fait, à différence d'autres matières où on comprend de quoi elle s'occupe, par exemple la biologie ou la médecine, de quoi elle s'occupe, la sémiotique, en fait, qu'est-ce qu'elle tient, ça tient à quoi? C'est plutôt une méthodologie, donc pour analyser les processus des communications et des significations. En fait, j'étais très sensible vraiment depuis mon enfance au fait de l'interprétation, de la lecture, de décodifier. Je me souviens très bien qu'à De comment on maternelle, crée un sens, oui, comment on mais même construit un comment sens. on interprète, même comment on décodifie. Par exemple, Ah oui, je me souviens d'accord. quand je ne savais pas lire, que j'étais enfant, il m'est tardé le moment d'apprendre. J'avais fait beaucoup d'efforts pour lire très tôt parce que ça me rendait ma liberté, en fait. Je veux dire, l'indépendance à ça. Et donc, j'étais toujours vraiment très sensible à cet effet d'interpréter, de bien comprendre pourquoi on comprend quelque chose, comment. Et c'est pourquoi ce n'est jamais psychologique, mais c'est vraiment à partir de la construction du texte, de la construction linguistique ou du montage cinématographique. Ou de certains codes Oui, de utilisés. certains codes utilisés, à quel usager on s'adresse, par exemple en design, quels sont les matériaux utilisés. Donc, je l'ai pris un peu longue. Et donc, en fait, pour ma thèse, quand je suis rentrée en doctorat en Italie, à savoir que le doctorat en Italie, ça, c'est un peu différent. Au moins, à l'époque, c'était un concours une fois par an, donc où il y avait un écrit, et donc on devait savoir connaître tous les textes des sémiotiques en général, et après l'écrit, il y avait un oral, etc. Et après, on pouvait décider sur quoi faire la thèse, mais avant, il fallait vraiment passer ça, et c'était une fois par an, et c'était dans toute l'Italie. Comme une agrégation en quelque sorte. Complètement. D'accord. Il y avait 3 postes par an. Ah et donc, quand j'ai passé mon concours, en fait, je suis allée discuter avec Umberto Eco et à l'époque, je voulais vraiment faire une thèse sur l'herméneutique, entre herméneutique et sémiotique. Donc, herméneutique, il faut expliquer. Oui, aussi le mot. c'est l'analyse notamment des textes philosophiques et religieux, mais ça m'intéressait l'approche épistémologique entre la sémiotique, qu'est-ce qu'on pose comme question un texte en sémiotique et qu'est-ce qu'on pose comme question un texte si on est en herméneutique, en particulier le travail des Paul Ricoeur. Et c'était Umberto Eco à l'époque qui m'avait dit en fait, tu vas t'ennuyer toute ta vie, mais tu t'imagines rester 3 ans sur Paul Ricoeur, que j'adore encore, j'adorais. Tu vas jamais trouver un travail dans ta vie. Après, je veux dire, il faut vraiment penser aussi à ta carrière de recherche et d'enseignement. Et comme à l'époque, j'ai collaboré avec un autre professeur, Omar Calabrese, toujours un sémioticien, un enseignant dans une école de design, un institut supérieur d'enseignement supérieur. Umberto Eco m'avait dit en fait, mais pourquoi plutôt, comme j'avais fait une partie des sémiotiques, sémiologie des designs, il l'appelait dans les fin des années 60, il y a toute une partie de la structure absente, donc ça s'appelle sémiologie de l'architecture, mais il dit que tout ce qu'il écrit là-bas, c'est valable aussi pour les designers. Il a dit, mais pourquoi tu ne vas pas plutôt continuer ça, tu es en terrain, tu enseignes, tu es toujours avec les designers, alors que moi, je ne pensais pas du tout faire une thèse sur ça. Donc, j'ai commencé à faire une thèse en design, en enseignant designer. Et donc, c'est comme ça que s'est fait Encadré par un designer Non, encadré par Umberto Eco et des tutors. Là-bas, il y a un directeur de doctorat, donc les 3 étudiants, et après des tuteurs particuliers. Et donc, non, c'était que des sémioticiens, mais mon terrain, c'était avec les designs. Et en général, là, je m'occupais d'interaction avec les objets quotidiens et de comment les objets, en fait, nous font faire, nous induisent des actions sans trop y réfléchir. Et d'interface, mais interface aussi technique, je veux dire, pas forcément d'ordinateur, mais interface d'un objet technique. Alors, il faut forcément une question sur Umberto Eco, quand même, parce que, quand même... Alors qu'il était, quel encadrant de thèse qu'il était très exigeant. Très exigeant. Mais il était aussi, par rapport à d'autres de mes professeurs, il était le plus ouvert dans le sens que la sémiotique, comme toutes les disciplines, je crois, a des chapelles. Et donc, moi,
c'est vrai que j'utilise beaucoup plus la sémiotique crémassienne, dite de l'école française, plutôt que celle qui vient de la philosophie du langage. Et à Bologne, à l'université de Bologne, l'école de sémiotique est très mélangée, comme on doit tout savoir partout, en fait. Mais il y avait toujours, oui, toi tu es grammacienne, toi tu es persienne, la sémiotique des Perses, etc. Et en fait, Umberto Eco, malgré le fait qu'il était beaucoup plus philosophie des langages d'un côté, il était très éclectique, il était pour ça très ouverte, sans préjugés, il écoutait, il acceptait, il ne voyait pas du tout une trahison, comme ça peut arriver parfois dans les disciplines. Et dans le monde académique aussi. Dans le monde académique, l'effet d'utiliser d'autres aspects de la sémiotique qu'il connaissait très bien, qu'il maîtrisait très bien, mais qui n'étaient pas ses préférés forcément. Donc ça, c'était... Et surtout, c'est comment il était. Mais j'étais dans ces cours 10 ans, comme la majorité de ces étudiants et ces doctorants, dans le sens que pendant la maîtrise, pendant les doctorats et après, je veux dire, vraiment, on s'est régalé à y aller. Et souvent, ils disaient, bah, arrêtez de venir, tout ça. Mais en fait, comme ils faisaient cours tous les temps sur des aspects différents, des thématiques différentes, c'était très enrichissant. Donc, c'était vraiment un plaisir à y aller. Et alors, cette vision... pardon, excusez-moi. On a un problème. Dans le chat, vous avez des petits coucous donc de Enzo et de Vince. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat si vous avez des questions. Oui, n'hésitez pas à poser des questions. Excusez-moi d'avoir interrompu, je vous laisse reprendre. Non, pas de souci. Et donc, il avait cette vision-là qui était plus ouverte sur les autres disciplines, ce qui a peut-être permis que... Sur les autres disciplines et sur les autres sémiotiques. Ah oui, et ce qui a permis cette ouverture, peut-être que toi, tu aies cette vision-là aussi d'ouverture. Oui, peut-être, sûrement. Oui, je pense. Pour pouvoir faire le lien avec le design et pour arriver vers le design. C'est aussi une caractéristique de l'école sémiotique de Bologne où, en fait, comme on est obligé à faire toutes les sémiotiques, on se limite peut-être moins à certaines méthodes spécifiques qui sont faites dans d'autres écoles à l'international. Et donc, les designs, en fait, là, c'était plutôt... J'enseignais à Florence avant d'arriver à l'université de Nîmes, mais à un certain moment, je commençais à habiter à Toulouse pour des raisons familiales. Je faisais la navette Toulouse-Florence. Et donc, je me suis dit, c'est la peine de faire un concours en France. Et en fait, à Florence, c'était plutôt design industriel et design de la communication. Alors qu'ici, à Nîmes, on fait plutôt du design des politiques publiques et du design social. Et donc, mes thèmes de recherche se sont aussi un peu déplacés, pas simplement par rapport aux opportunités professionnelles, mais aussi par rapport à l'actualité, parce que c'est vrai que de plus en plus, il y a... les designs industriels, ça se fait un peu moins aussi parce qu'on a plein d'objets. Et donc, se sont développés dans les designs d'autres aspects plus pertinents, comme les designs des services. Pertinentes à cette époque, je veux dire. Oui, pertinentes selon les besoins de la société. Oui. Et donc, ton arrivée à Nîmes, tu t'es orienté vers ces nouveaux axes de recherche. Alors, sur quoi on va passer à la rubrique suivante, en fait, parce que la rubrique suivante, elle va nous permettre un petit peu de parler du sens de ton travail de recherche, en fait. Et donc, alors maintenant, à l'Université de Nîmes, actuellement, tu travailles sur quoi en recherche? Alors, l'Université de Nîmes, déjà, quand je suis arrivée, c'était intéressant parce que quand j'ai vu les profils du concours, ça m'a parlé énormément. Donc, j'avais vu en France d'autres profils, etc. Et là, ça m'a parlé beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était la seule université à l'époque qui cherchait quelqu'un en SHS sur les designs. Alors que dans d'autres pays, ça s'est fait beaucoup. Le fait de prendre des personnes qui ne font pas du tout du design, je veux dire qui ne sont pas designers, c'était très particulier et très clairvoyant, je pense, parce que notre équipe est composée des chercheurs et chercheuses, même des SHS, des designers, des professionnels aussi. Je veux dire professionnels. Et donc, ça m'avait vraiment étonné ces profils. Je me suis dit que je pouvais y correspondre. Et donc, en fait, là, comment j'ai intégré le projet, en fait, déjà, il y avait une conception très particulière en France, dans le sens qu'en France, les designers étaient
toujours vu historiquement très lié aux arts appliqués. Alors que, par exemple, en Italie, le design est beaucoup plus lié à l'ingénierie, l'architecture, l'art, un croisement entre l'industrie et l'ingénierie. Mais c'est vraiment une discipline de la conception. De mon expérience, c'était beaucoup plus lié à la création, plutôt lié à l'art, au design esthétique, etc. Donc, Project, fondé par Alain Findeli notamment, avait cette idée déjà du début des disciplines liées à la conception, donc aux méthodologies, à l'épistémologie de la conception, et comme ma recherche sur quoi je travaille. En fait, je travaille beaucoup sur la didactique de la sémiotique en design, c'est-à-dire comment accompagner les designers dans leurs projets, dans les processus du projet. À l'initiation du projet, au début. À l'initiation du projet, mais aussi à une sorte de petite schizophrénie entre la conception, leur intention des projets et la réception possible des usagers que c'est à concevoir. Ah, oui. Parce que parfois, il y a un décalage. Je veux dire, entre ce qui se passe à la conception et ce qui se passe à la fin. Oui. Ces professionnels-là, souvent, ont une intention des projets, et notamment quand ils sont étudiants, ils pensent que cette intention, j'ai fait ça et ça va marcher. Donc, les côtés plutôt réception, comment on construit l'usager par un projet, pas vraiment qui on cible, pas seulement qui on cible et quel code on va utiliser, mais le fait de devenir vraiment conscient du fait qu'on construit un usager, une typologie d'usager ou des lecteurs, des spectateurs par les projets, par le montage d'un film, par l'affiche, les visuels que je vais utiliser. Donc, c'était plutôt ça. Donc, je m'occupe beaucoup de la question de la pédagogie du design et aussi de la méthodologie des conceptions. Mais si on construit cet effet, c'est pas l'effet c'est pas l'effet négatif, le fait de construire l'usager au lieu de. C'est pas l'effet négatif, c'est l'effet inévitable. C'est inévitable dans le sens, c'est comme l'effet de Václavic, on ne peut pas ne pas communiquer. Je veux dire, du moment où on choisit une modalité de communication, de discours, je vais construire des compétences, une relation avec la personne qui est devant moi ou avec l'usager. Je veux dire, c'est inévitable. Et donc, c'est un effet à prendre en compte. C'est un effet à prendre en compte et en devenir conscient, en fait. C'est-à-dire, je vais obtenir un certain sens des fonctions, des valeurs, mon projet, etc. Comment j'organise la production de cette signification, en fait. Et tout ce qui est là, je veux dire, les stratégies d'énonciation, des conceptions, ça change tout par rapport à ce que vous allez faire effectivement. D'accord. Donc ça fait partie des enseignements pour les étudiants de licence ou de master. Alors, plutôt. À licence, je suis plutôt sur l'analyse sémiotique, donc l'analyse des interactions, déjà de l'analyse de la sémiotique visuelle, des affiches, des publicités, pour les mettre un peu... oui, ça c'est un bagage nécessaire pour comprendre. Un bagage nécessaire, un peu théorique, mais aussi d'études des cas, et analyse d'objets d'usage. Alors qu'un master, je me concentre un peu plus sur comment justement on organise par exemple dans un projet, des fonctions, des valeurs de projet et comment on les décline jusqu'à les traduire effectivement en projet réel, en service, etc. Donc comment, à partir d'une valeur principale du projet, on les transforme, on les transpose afin d'avoir une efficacité, même si c'est un mot que je n'aime pas trop, ça fait très management, très néolibéralisme. Un résultat. Oui, mais en fait, au moins l'efficacité dans le sens par rapport à ses propres objectifs, au moins maîtriser ces processus de conception pour arriver à faire ce que l'on souhaite. Mon ambition avec les étudiants, c'est ça. Après, je sais. D'accord. Et là, donc, alors dans la recherche, comment ça intervient cette... Dans la recherche, je fais plutôt de la recherche fondamentale, dans le sens de l'épistémologie. Et en sémiotique, on le fait beaucoup. Les designers aussi. À quoi ça sert la sémiotique, qui on est, à quoi on répond, etc. Et donc, le processus de conception, les étapes des processus de conception.
Et après, dans la recherche, parfois, il y a des études de cas spécifiques. Par exemple, l'année dernière, on avait un projet Icentra sur l'intelligence artificielle Mhm. avec les CAM de Toulouse. Et donc, il s'agissait d'analyser un peu les pratiques d'usage d'intelligence artificielle dans le travail. Donc, c'était intelligence artificielle centrée travail, donc l'interaction entre les outils d'intelligence artificielle et le travail, par exemple, des personnes qui l'utilisaient pour les entretiens d'embauche. Donc, c'était plutôt l'observation de ça. Ou aussi d'autres personnes, par exemple, il y avait un technicien, c'était très intéressant, qui était obligé à utiliser l'intelligence artificielle pour réparer les ascenseurs, en fait. Mhm. Il était plus du tout content avec l'intelligence artificielle parce qu'en fait, évidemment, il lui a enlevé une partie d'expertise, mais la partie d'expertise de diagnostic qui était liée à des questions très sémiotiques, c'est-à-dire à toute la perception, comment il se rendait compte avant, les bruits, les mouvements et tous des aspects perceptifs dont il était expert qui perdait complètement avec un diagnostic qui passait par l'informatique. Donc, il y a des études de cas comme ça, ou par exemple, un autre projet que nous avons fait à l'Université de Nîmes, notamment avec une de mes anciennes doctorantes, Manon Ménard. C'était Aspi Friendly, donc Ah sur oui. la pédagogie inclusive, et notamment pour les personnes Asperger, où en fait, Oui, c'est un projet qui continue, mais la phase de oui, projet est terminée dans la le phase de projet. projet est terminée. En fait, notamment sa thèse, c'était plutôt que de parler de pédagogie inclusive, de déplacer la question sur la pluralité et pas l'idée d'inclusion qui prévoit un normotypisme Oui. auquel on devrait Oui, se une faire et adaptation à devenir. quelque chose, Oui, mais plutôt oui, une construction plus ouverte, oui. une construction adaptative, Plus ouais, pluriel et le fait de pérenne. prévoir des profils de personnes différentes. Donc, qu'est-ce qu'elle fait un sémioticien? Soit on fait des analyses même, dans mon cas, des analyses des pratiques d'usage, on regarde les usages, on ne fait pas des questionnaires normalement. À Ah, différence des sociologues, on oui, ne travaille pas avec les questionnaires, on fait plutôt de l'observation. d'accord. Et en fait, ce qui peut être intéressant pour expliquer mieux ce qu'est la sémiotique, même dans ces cas, c'est qu'en fait, il y a la sémiotique et après, il y a la séméiotique. La séméiotique est une discipline de la médecine, celle qui étude les symptômes, en fait. Et on fait ce que les médecins font avec les patients, mais avec d'autres choses. C'est-à-dire, quand vous allez chez les médecins, dit, ben, vous avez des points rouges sur la langue ou sur la front, etc., la fièvre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il identifie des signes, il, il construit comme un système, donc point sur la front, sur la langue, etc. Qu'est-ce que ça donne comme maladie? Ben, nous, les Ouais. sémioticiens, on fait ça. Toujours, on est là à étudier des petits signes, mais on doit comprendre comment les mettre en système pour comprendre quelles sont les significations donne. Après, Et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet oui, aussi? après, c'est chaque démarche Hmm. scientifique, en fait. C'est-à-dire, c'est l'effet d'identifier un système pertinent par rapport à une situation, par rapport, par exemple, à des usagers en design ou des bénéficiaires ou des parties prenantes. D'accord. Ah oui, c'est plus clair, tu nous as bien éclairé, même si on ne peut pas tout comprendre, mais ça nous rapproche un petit peu Oui. de la discipline et des pratiques et des applications de cette discipline-là. On va passer à la rubrique suivante qui est celle de l'objet ou de l'anecdote. Alors, tu nous Oui. as, parce que alors le master design, il est très très imbriqué dans la recherche en design. En fait, Oui. il y a un lien peut-être encore plus que dans d'autres disciplines. Il y a un lien parce que ce travail sur projet, il fait que ce lien est d'autant plus important entre l'enseignement et la Oui, recherche. complètement. Et donc, tu avais une anecdote avec des étudiants, je crois, ou Là, en qui serait général, symbolique de la oui. discipline. Au-delà du master, mais ce qui arrive souvent quand on commence à faire de la sémiotique, toujours, assez souvent, les étudiants, à un certain moment, lèvent la main et disent, mais madame, est-ce que l'auteur ou les designers ou les réalisateurs pour un film, est-ce qu'ils le savaient d'exprimer ça? Et ça me fait très rire, mais dans un sens tendre, si on veut, parce que c'était aussi ma question quand j'étais étudiante, en fait, parce que
c'est difficile en principe comprendre qu'on peut communiquer des choses dont peut-être on n'est pas consciente. Oui. Chose qui arrive assez souvent d'ailleurs. Et dont on ne se rend pas compte. Dont on ne se rend pas compte, mais et surtout, c'est pas ça la question. C'est une bonne question, mais c'est pas ça la question. Je veux dire, nous, en sémiotique, on n'est pas intéressé si l'auteur savait ce qu'il a exprimé vraiment ou pas. C'est pas ça la question, c'est plutôt du psychologue ou je sais pas. Et c'est plutôt ce qui est exprimé. Ouais. Et c'est plutôt ce qu'il décide d'exprimer et comment il l'exprime. Plutôt comment il l'exprime et ce qu'il exprime vraiment, c'est que ça donne au-delà de sa conscience. Oui, d'accord, indépendamment de lui. Complètement. D'accord. Et d'ailleurs, on a souvent des artistes ou des designers ou toutes des professions créatives qui font très bien leur travail, mais après, ils ne sont pas vraiment en mesure d'expliquer comment, pourquoi, qu'ils n'ont pas cette autoréflexivité qui peut être utile. Donc, si on est un génie, c'est très bien, ça dure peut-être. Si on n'est pas un génie dans une profession créative, c'est vrai qu'avoir une sorte de métacognition, de regard sur les comment et les pourquoi, et ce que je veux tenir, ce que je veux faire, etc., ça peut être utile. Donc. Et c'est ce qui est enseigné aux designers. C'est ce que le master design de l'université de Nîmes enseigne. Qui fait partie de leur enseignement. Oui, fait partie de leur enseignement. L'autre aspect, comme la sémiotique s'est beaucoup occupée aussi des médias, historiquement, je veux dire du sens critique, à quoi ça sert. En fait, Eco disait toujours que c'est une discipline qui... En fait, la discipline de l'explicitation du bon sens commun. Il le disait dans un sens très ironique, évidemment, auto-ironique. Et en fait, c'est une discipline qui a beaucoup historiquement aidé à construire un sens critique envers les médias, envers l'actualité, la presse, etc. Et c'est d'autres questions qui font sourire, mais très important, c'est souvent les étudiants demandent si on fait une analyse d'un quotidien ou des médias par rapport à l'actualité, mais madame, comment alors on fait à savoir la vérité? L'effet qu'il y a toujours une réalité médiée par la presse, par les points de vue d'un média. Et donc, l'idée, comment on pourrait avoir un rapport à l'actualité et aussi ceux qui s'attendent, et là, ils sont déçus peut-être, l'effet que par la sémiotique, on arrive en fait à déceler des secrets du texte. Alors qu'on ne décèle pas des secrets, mais en fait, peut-être, c'est une façon secrète. Ce qui fait la sémiotique, c'est beaucoup de discrétiser des parties, c'est-à-dire rendre visible d'un coup, pas d'un coup, avec un travail, des parties qui n'étaient pas tout à fait visibles. Mais qu'en fait, une fois qu'on commence à les identifier, à les discrétiser, elles deviennent... elles s'expriment pour toujours, donc ça change un peu les points de vue. Moi, ce qui m'avait fait la sémiotique, en fait, c'est qu'à un moment, je dirais bien l'effet waouh, c'est-à-dire, alors ça... Donc c'est bien ce secret, c'est bien cette surprise qu'il y a derrière. L'effet de savoir regarder autrement, je veux dire, commencer à comprendre... objectivement, le plus objectivement possible, les pourquoi, les comment. Et du coup, avoir peut-être une lecture que les autres n'ont pas. Non pas, peut-être qu'ils l'ont plus intuitif, mais comme quand on a quelque chose d'intuitif, c'est très, très intéressant, c'est très bien. Mais en fait, notamment dans les professions créatives, si on doit après, pas simplement analyser, mais produire, c'est vrai que la maîtrise de comment je gère la signification, comment je gère ce que je veux dire, faire, ou faire à mes usagers, pas dans le sens mauvais du terme, je veux dire comment je veux améliorer un service, comment je veux changer un parcours usager, etc. Là, il y a une sorte de construction de l'usager, pas dans le sens négatif du terme, c'est inévitable. Je veux dire, chaque fois que nous utilisons par exemple un objet mal, les distributeurs automatiques des boissons, je veux dire, là c'est une mauvaise construction d'une interface en fait, donc c'est la même chose. Pourquoi pas travailler à être conscient de comment l'usager va réagir envers des flèches, des écritures, des symboles, etc. Très bien. Oui, les anecdotes mettent en relation avec l'autre rubrique qui est celle du sens, en fait. Ça donne un sens à la discipline, un sens d'usage à la discipline.
On va passer à la rubrique suivante qui est un peu plus légère, c'est celle des questions. Maintenant qu'on connaît un petit peu tes activités de chercheuse et d'enseignante-chercheuse, tu vas répondre à des petites questions un peu drôles sur ces activités-là. Alors, il faut que tu jettes le dé. En espérant de ne pas avoir 6. Ah, 2. Ok, Ça va. ça m'ira. Donc voilà, maintenant il faut piocher, je mélange un petit peu. Et donc tu as toujours le joker dans le cas où la question n'a pas de sens ou que tu n'as pas envie de répondre, hein, tout simplement. Voilà, je te laisse piocher la première question et nous la lire. Alors, qu'est-ce que tu envies dans les autres disciplines de recherche? Il y a une discipline de recherche que j'envie particulièrement. Oh, c'est mon stéréotype, ça ne doit pas correspondre. Je m'excuse déjà avec mes collègues de littérature comparée. Mais quand ça m'arrivait de communiquer ou d'aller à des colloques de littérature comparée, c'était par exemple l'effet, ma passion c'est la littérature et le cinéma. Et en fait, l'effet d'aller à comparer des ouvrages, des thématiques sans forcément devoir trouver toujours un retombée d'utilité. D'accord. Donc, Oui. et ça, dans les autres disciplines de recherche, parce qu'en fait, nous aussi, les sémioticiens, on travaille beaucoup sur la culture sans forcément la monétiser. Alors que ce qui a été très difficile pour moi, mais c'était un défi et j'ai beaucoup appris, ça m'a plu. En principe, quand j'ai enseigné aux designers, j'étais très jeune déjà, mais très très jeune, j'avais presque l'âge. Et avant, j'avais commencé à enseigner aux étudiants des sciences du langage qui prenaient ce que je disais, comme ça, c'était non, les théories, etc. Alors que les designers demandent toujours pourquoi, ça sert à quoi. Oui. Et ça, c'était très difficile de suite. Après, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est toujours l'enjeu, l'effet de démontrer comment certaines théories et certaines disciplines un peu plus théoriques peuvent avoir un retombé tout à fait concret. Et l'effet de devoir toujours donner des exemples, rendre crédible, pas crédible, presque concret ce qu'on dit. Donc, ce que j'ai envie à d'autres disciplines de recherche, parfois, je voudrais continuer à faire comme au début de ma maîtrise, par exemple, de mon mémoire de maîtrise, faire des choses, faire des analyses, comme j'ai analysé les Moïse de Michel-Ange, la mort à Venise, je veux dire, de la littérature, sans retomber forcément concret, sans devoir servir à quelque chose. Ouais, je comprends. Très bien. Une deuxième question, alors? Sur quoi procrastines-tu le plus? Hélas, sur l'écriture. Dans le sens que l'écriture demande, je ne pense pas qu'il y a moi, vraiment un rythme, le fait de m'attacher à la chaise, le fait de commencer. Après, on y roule dedans, en fait. Mais quand je dois écrire, en fait, je dis, je fais quelques mails, après j'écris, je fais quelques petites choses concrètes, après j'écris, et c'est ça. Après, c'est utile parce qu'en fait, on y arrive, j'espère, un peu mûr, dans le sens qu'il y a des choses qui doivent... Oui, il y a des choses qui doivent s'installer avant. Mais les moments où il y a l'écriture, en fait, on va avoir les temps, les journées. D'ailleurs, c'est le week-end, les vacances, la nuit. Oui. Parce que sinon, c'est la vie d'enseignant-chercheur, c'est comme ça. C'est compliqué. Les vides. Pour avoir un délai assez long pour pouvoir faire quelque chose comme ça, il faut avoir de la tranquillité et du calme. Très bien, merci. Alors, ça s'arrête là, juste 2 questions. On ne t'a pas torturé plus que 2. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et on va passer à notre dernière rubrique qui est celle de la page blanche. Donc, on garde un souvenir de ton passage dans l'émission. Et après, on en fait éventuellement des petites cartes postales qu'on distribue, qui sont vues par d'autres enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses. Et aussi à l'extérieur, éventuellement, quand on a des activités, on les montre et on les présente. Ça devient des objets représentatifs des recherches de l'université, en fait. Donc, peut-être avec un marqueur. Voilà, je te donne un marqueur et puis je te laisse. Ça peut être une citation, ça peut être une écriture, ça peut être un dessin. Mais ça doit être quelque chose qui est en lien ou qui illustre un peu ce que tu nous as dit aujourd'hui, tes recherches,
ton métier, tes activités de recherche, voilà, tout ce qui peut... Alors, je dessine très, très mal. Mais comme beaucoup qui ont déjà dessiné pour nous. Ok. Et, Donc, alors, ça ira. Non, c'est plutôt une formule. C'est qui, en fait, qui décrit mon travail. Après, je ferai aussi un petit dessin. En fait, qu'est-ce que c'est ça? Je dois le mettre comme ça? oui, Après, je vais on va le mettre compléter. devant la caméra déjà, à ce stade-là. Ouais, c'est Mais je vais celle-là. compléter. Voilà, premier épisode. Premier épisode, Alors, suite. donc là, c'est La formule. les plans de l'expression, les plans du contenu en sémiotique, on travaille toujours sur ça. Hein. L'expression L'expression, en relation avec le contenu. c'est ce que vous, qu'en français, peut-être, au café, on peut dire la forme et les fonds. Non, D'accord, le fait que ok. chaque Ah oui. texte, c'est même, je veux dire, on dit qu'un signe, c'est la relation entre les plans de l'expression et les plans du contenu. C'est-à-dire, D'accord. par exemple, et je fais même un dessin là. Oh. Par exemple, si je fais ça, c'est mon maximum de dessins. Et voilà. Donc, Alors là, à la caméra, là. Voilà. alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les plans de l'expression, pour communiquer les femmes, par exemple, je peux décider de faire ça. Ouais. Par exemple, ça, c'est les plans de l'expression. Je peux décider d'écrire femme. Ou je peux faire, je ne sais pas le faire, une empreinte d'une femme, etc. Ouais. Donc, et là, en fait, c'est très là sur les plans de l'expression, c'est-à-dire j'écris un mot, je prononce un mot, je fais un dessin pour communiquer quelque chose. En fait, c'est la relation que ça au contenu. Et pour dire que tous les travaux que je fais qui m'intéressent beaucoup, c'est cet aspect-là, c'est-à-dire cette partie-là, c'est la stratégie d'énonciation. Donc, comment je vais choisir, j'ai un contenu à communiquer, quelque chose à communiquer. Quelle expression? Est-ce que je fais un dessin? Est-ce que je fais un portrait comme la Gioconda de Leonardo da Vinci? Est-ce que j'écris, etc. Et que la forme de l'expression que je vais utiliser, en fait, on peut dire bah, c'est plus ou moins les mêmes, etc. Mais non, c'est pas les mêmes. Il y a des connotations différentes, il y a des questions différentes. Donc, tout le travail sémiotique, en fait, c'est voir la relation entre les plans du contenu, ce que je veux dire en gros, et comment je le dis, et voir en fait que tout ça, ben, c'est ça qui ça nous compromet énormément, je veux dire. Utiliser une stratégie d'énonciation, on peut dire de conception en design ou autre, ben, c'est là que tout se joue, c'est-à-dire toutes les formes de communiquer, tous les moyens et les formes de comment je communique quelque chose. Donc, sur ça, je dirais que ça me représente. Ça représente la sémiotique. La sémiotique et la façon et surtout ma passion pour tous ces passages-là, les stratégies de conception ou les stratégies d'énonciation. Je dois vous dire quelque chose. Quel mot, déjà, je ne suis pas francophone et ça se voit. Quel mot je dois pêcher pour vous communiquer ce que je en souhaite fonction dire. de la personne, en fonction de la personne, du en contexte. fonction de ma culture, en fonction du contexte, en fonction de ma compétence linguistique en français n'est pas très bonne. Donc, et selon comment et ce que j'ai choisi, en fait, des mots, ben, vous comprenez des choses ou pas. Peut-être que mon intention communicative a marché de la façon où je voulais ou peut-être pas. Et donc, c'est ça. Mon travail, c'est tout là-bas. Très bien. Alors, c'est très clair sur la façon dont... Sur ton travail de recherche, je pense que en tout cas, moi, ça m'a servi à comprendre beaucoup de choses que je n'avais pas du tout compris jusqu'à ce stade-là. J'espère que ceux qui verront cette vidéo en vidéo ou qui ont suivi le live aussi, on a appris plein de choses. Ben, ça me rassure parce que la sémiotique, en tout cas, nécessite toujours une digestion un peu longue. Ouais. Et donc, il faut toujours faire un peu de confiance avant. Après, à un certain moment, ça se dévoile. Mais pas... Oui, et il y a des notions qui se construisent petit à petit. Là, on a Et la question, c'est la difficulté du métalangage, en fait. Dans le langage spécifique, on doit un peu apprendre. Là, c'est la question compliquée pour les étudiants. Mais je comprends comment on peut faire 24 heures sur cette question-là. Je comprends mieux parce que effectivement, c'est un spectre énorme, en fait. Voilà. Et donc, juste une dernière question sur les différents sémioticiens et sémioticiennes. Ils travaillent sur différentes thématiques en lien avec... ou c'est
complètement. Voilà, il doit y avoir, j'imagine, comme le spectre est large, Mais moi il doit y aussi, avoir. Il y en a qui doivent être plus en littérature, plus en sociologie. Moi, je plus, suis partie de la littérature et l'art. Et mon premier projet de recherche, c'était sur les campagnes politiques et notamment sur les élections en 1994, quand Berlusconi a gagné. Et là, ça a été un échec parce qu'on ne pensait pas du tout ça avec nos analyses sémiotiques, en tout cas. Et car on a tous les moyens de communication. C'est difficile. Oui. En tout cas, non, pour dire qu'effectivement, aussi une autre recherche que j'avais faite, c'était sur la divination, pas que moi, avec un groupe de recherche. Donc, on voyait des voyants. Et en fait, on analysait les communications, les interactions avec les personnes et notamment les configurations discursives comme l'horoscope, comme qui sont valables pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc oui, plein de... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'arriver en France, ça c'est dans le sens que la sémiotique, ce qui fait les liens, c'est qu'on a une méthodologie, et c'est une discipline qui est à l'interstice de plusieurs disciplines, de plusieurs objets de recherche, selon il y a qui s'occupe de la mémoire. Et par exemple, dans la culture italienne, le fait d'avoir de s'intéresser à plein de domaines, c'est positif. Et mon premier concours que j'avais fait comme ça pour tester en France, c'était pour une personne en interne d'une autre université, je veux dire, les profils, ce n'étaient pas les miens et tout, mais ça m'avait très étonnée parce que les jurys, à un certain moment, un collègue m'a dit, en fait, Madame Denis, vous êtes tellement éclectique, avec un air très dégoûté, alors que dans mon pays, c'était valorisant. Et en fait, cette spécificité, déjà qu'il manque souvent en sémioticienne parce qu'on s'occupe des plans, d'objets différents, mais notamment là, j'ai compris que les disciplines, pas simplement, mais même les pays, ici, la spécialisation sur certains aspects, c'est plus... C'est bien vu. C'est plus valorisé que l'éclectisme entre la divination, le cinéma, les discours politiques, la littérature, dont je me suis occupée au début de ma carrière, par exemple. D'accord. Que j'essayais de résumer dans mon acheteur. Évidemment, c'était difficile pour ça. Oui, j'imagine bien que oui. Comment on trouve un fil rouge en tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va garder cette petite... il me faudra une petite signature quand même de l'artiste. Et puis, on va garder ça dans notre collection. Voilà. Merci beaucoup, Michaela, d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Et donc, je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau Vendredi de la Recherche. Au revoir. Merci beaucoup.